Bonjour, je suis Jean-Christophe Arbato et je suis professeur de droit public à l'Université de Nantes. Le dont je suis titulaire s'intitule Droit et politique de la culture de l'Union européenne. Je l'ai obtenu en 2016. C'est d'ailleurs la seule chaire qui a été octroyée en France pour cette année 2016. Tout d'abord, ça répond à un parcours de recherche personnel. J'ai effectué ma thèse sur cette question de droit culturel de l'Union européenne, puisque ma thèse portait sur la diversité culturelle en droit communautaire, une thèse soutenue à l'université Nancy 2 sous la direction du professeur Jean-Denis Mouton. Et ce droit de la culture a constitué un des axes de mes recherches. Alors j'ai rédigé de nombreux articles dans ce domaine-là, la culture au sens large d'ailleurs, puisque ça inclut bien entendu l'audiovisuel. Et j'ai également fait des recherches collectives et notamment récemment, du moins en 2015, un colloque au Grand Palais sur l'européanisation et l'internationalisation du droit des musées. C'est un colloque que j'ai organisé en collaboration avec Madame Clémentine Boris-Fontana-Justy, qui est maître de conférence à Paris 10 et spécialisée en droit international de la culture. Donc cette chaire répond à un parcours de recherche personnel, mais elle répond aussi, il me semble, à un besoin de recherche plus générale en droit de l'Union européenne, parce que cette thématique vient combler une forme de manque de la recherche, puisque tout ce qui est droit culturel de l'Union européenne a été très largement délaissé par la doctrine. Alors, le droit de la culture ou le droit culturel, comme on voudra, c'est un domaine assez classique en droit interne. Il y a des manuels, des auteurs reconnus dans ce domaine, mais au niveau européen, c'est un domaine qui a été assez largement délaissé. Alors probablement est-ce dû au fait que la construction européenne se soit essentiellement orientée vers la voie des réalisations techniques et économiques et a délaissé pendant longtemps la question culturelle. Elle a délaissé pendant longtemps parce qu'elle n'avait pas de compétences culturelles. Cela dit, ça n'a jamais empêché la construction européenne d'intervenir dans le domaine de la culture. Preuve en est l'arrêt classique Commission contre Italie qui définit la notion de marchandise partant de la question des œuvres d'art. Donc en réalité, la culture a toujours été assez présente, mais voilà, a été relativement délaissée. Il faut attendre le traité de Maastricht pour voir émerger une compétence culturelle propre à l'Union européenne. Il y avait un manque, en quelque sorte, dans la doctrine, du moins la doctrine française, puisqu'il y avait peu d'écrits sur les questions culturelles. Pour autant, est-ce que c'était un manque qu'il convenait de combler? Parce qu'après tout, parfois, on va se désintéresser de tel ou tel sujet parce que, tout simplement, il n'est pas intéressant. Alors, je crois que là, pour le coup, on n'est pas du tout dans cette configuration-là. Parce qu'en réalité, le droit de l'Union européenne touche de très nombreux secteurs. Il y a la culture et plus largement de très nombreux secteurs du droit de l'Union européenne concernent la culture. De manière générale, le droit de l'UE prévoit que dès lors qu'il y a un aspect culturel dans une action, eh bien cet aspect culturel doit être pris en compte. Et donc ça veut dire que concrètement, la prise en compte de la culture va toucher des pans entiers et des pans très larges du droit de l'Union européenne. Bien entendu le marché intérieur, le droit du marché intérieur, que ça soit sur le volet de l'intégration négative, comment est-ce qu'on applique les libertés de circulation au secteur culturel, et est-ce qu'on prend en compte les spécificités de ce secteur culturel? La réponse, de ce point de vue, est oui. Ça va également jouer en termes d'intégration positive, puisque de nombreux éléments d'intégration positive, des directives, concernent le secteur de la culture. Je pense ici notamment à tout le travail qui a pu être fait en matière de propriété intellectuelle et également aux directives d'abord Télévision sans frontières, puis services de médias audiovisuels concernant le domaine de l'audiovisuel. Ensuite, les questions culturelles sont aussi présentes dans nombre de politiques conduites par l'Union européenne. Alors, ça sera bien entendu le cas, évidemment, de politique de la culture, mais pas que, loin s'en faut. On va la retrouver par exemple dans la politique de cohésion économique et sociale, puisque de nombreux éléments des patrimoines nationaux vont bénéficier d'aides grâce à cette politique. On va la retrouver également en droit des aides de l'Union européenne. Il y a d'ailleurs une exception particulière qui concerne la sauvegarde du patrimoine. Et puis également, et bien entendu, dans le cadre des négociations commerciales internationales, avec la question de la prise en compte de la culture, notamment le secteur de l'audiovisuel, qui a été popularisé en France sous le vocable de l'exception culturelle.
une question qui reste d'actualité, comme on le voit dans le cadre des négociations commerciales avec le Canada ou les États-Unis. Alors ce ne sont que quelques exemples parce que, en réalité, le droit de la culture, il y en a. Le droit de l'Union touche beaucoup de secteurs de la culture. De nombreux secteurs du droit de l'Union sont concernés par la question culturelle et il m'a semblé intéressant d'essayer de regrouper tout ça, essayer de donner un sens, trouver une signification, voir une cohérence ou peut-être une absence de cohérence, voir quelles étaient les lignes directrices et puis également se poser la question de ce à quoi conduit la politique culturelle de l'Union européenne. Que vise l'Union européenne avec cette politique? Et là, on touche à un autre aspect qui semble, à mon avis, également intéressant, par-delà l'aspect, entre guillemets, strictement juridique de la chose, parce que, on le voit, les questions culturelles, les questions qui agitent la construction européenne, et ce, de deux manières. Il y a d'une part une sorte de peur assez irrationnelle, d'ailleurs, à vrai dire, que la construction européenne lamine les différentes identités culturelles, nationales, régionales, et qu'on se retrouve dans un ensemble totalement uniformisé. C'est une peur qui est irrationnelle parce que l'Union européenne cherche très clairement à respecter et promouvoir la diversité culturelle et aussi respecter les identités nationales. D'ailleurs, la question du respect des identités nationales, qui inclut une composante culturelle, à elle, par contre, fait l'objet de nombreuses et très, très brillantes recherches. Ça, c'est le premier point. Donc, il y a cette sorte de peur de l'uniformisation qui serait liée à la construction européenne. Et puis, d'un autre côté, on connaît la célèbre phrase de Jacques Delors, on ne tombe pas amoureux d'un marché commun, et c'est vrai. Et l'Union européenne est, en quelque sorte, en quête de sens, on pourrait dire ça, ou du moins, il faudrait qu'elle renforce le sentiment d'appartenance qu'elle est supposée générer. Et de ce point de vue-là, le fait d'avoir conscience d'appartenir à un ensemble culturel commun, qui, bien entendu, est un ensemble divers, mais qui possède aussi son unité. Également, le fait de partager une histoire commune, ce sont autant de vecteurs d'attachement à la construction européenne qui peuvent contribuer justement à renforcer celle-ci. Et ça, c'est un autre aspect intéressant, un autre aspect qui m'a paru intéressant d'étudier, en montrant notamment au travers des actions qui sont menées, comment est-ce qu'on pouvait mettre en avant cette unité et en quelque sorte, non seulement construire l'Europe de la culture, mais aussi construire l'Europe par la culture. Alors, la culture étant bien entendu un vecteur parmi tant d'autres. Donc voilà les raisons qui m'ont conduit à proposer ce projet de chaire.